Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans mon premier cours en ligne. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis Ezieni Sohaib, étudiant en licence en sciences de l'éducation, spécialité enseignement secondaire, langue française à l'Université Mohamed Ier. Alors, pour ce cours, j'ai choisi d'analyser l'histoire de la pédagogie. J'ai choisi ce sujet pour son importance, parce que j'ai conclu que la pédagogie est le pilier base de tout système éducatif. Alors, notre cours va s'étaler sur trois principales étapes ou bien trois principales époques. Pour la première étape, nous aurons le monde grec. Puis nous analyserons la Renaissance et l'âge classique et enfin nous terminerons par les Lumières ou bien par le siècle des Lumières. Alors commençons par le premier axe qui est le monde grec. Une fois nous parlons du monde grec, nous aurons dans nos pensées la Grèce antique, d'accord? Alors à cette époque précise, il y avait une éducation complexe. Pourquoi? Pourquoi il y a la qualification de complexe? Tout simplement parce que tout citoyen étant tour à tour soldat, artisan, magistrat, pontife et même législateur. Je ne dois pas oublier de confirmer qu'il y avait à cette époque une règle qui suggère que tout citoyen devait chaque année rendre compte au magistrat de ses moyens d'existence. Et le père qui n'avait pas pourvu son fils d'un métier ne pouvait, dans sa vieillesse, exiger de lui des aliments. D'accord? Et à cette même époque, la jeune fille était élevée dans la maison. Et nous pouvons même affirmer que la vie tout entière de la femme était toute d'intérieur. Or, la femme enceinte recevait une grande importance et un grand soin de la part d'abord de sa petite famille et même de son entourage. L'enfant recevait l'éducation successivement ou simultanément, selon son âge, bien sûr, celle de la famille, celle de l'école, celle des fêtes publiques, des jeux nationaux et même du théâtre. Jusqu'à 5 ans, l'enfant restait dans la famille. Ensuite, il allait à l'école, au gymnase, jusqu'à 18 ou 20 ans. Juste à titre d'information, le gymnase est le lieu où les Grecs s'exerçaient nus, pouvons dire nus ou presque nus, à lutter, à jeter le disque et à d'autres jeux propres à développer, à fortifier le corps. D'accord? Alors, de 18 à 20 ans, les jeunes gens ayant appris à monter à cheval, à conduire un char, à manier les armes, formaient ce qu'on peut nommer l'école militaire. D'accord? Alors, l'enfant ou bien l'apprenant, alors non, on va se contenter par le concept enfant. Alors, l'enfant de bonne heure apprenait à chanter les hymnes sacrés. Les hymnes, ce sont les poèmes lyriques qui font appel au catholicisme. Donc, avant de passer à la partie suivante consacrée aux sophistes, nous pouvons affirmer qu'il y avait à cette époque précise une assez grande liberté d'enseignement. D'accord? Alors, au niveau des sophistes, il y avait ce qu'on appelait des éducateurs professionnels. Ce sont eux qui enseignaient la morale à la jeunesse, d'accord? Et ce sont eux qui ont converti la rhétorique en art de déraisonner, d'ergoter et de subtiliser. Les poètes avaient été les premiers éducateurs comme les premiers théologiens. Les rhapsodies apprirent les poèmes célèbres, les déclamèrent, les interprétèrent. Alors, ils se nommèrent plus tard sophistes. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit, parce qu'ils enseignaient la morale à la jeunesse. C'est grâce à leur école que se formèrent les grands hommes. Malencontreusement, les sophistes finirent par négliger le fond et ne plus s'intéresser qu'à la forme. Alors, on va passer à cette partie consacrée à analyser les idées du célèbre penseur Protagoras, qui est considéré par Platon et même par la tradition antique comme l'un des célèbres sophistes. D'accord? Il s'agit là d'un penseur qui est parmi les premiers à réagir concernant la grammaire. Alors, moi et vous, nous allons
tous lire cette citation, d'accord, du ce célèbre Protagoras. À l'égard des dieux, je ne puis savoir ni qui ils sont ni qui ils ne sont pas. Beaucoup de choses empêchent de le savoir, notamment l'obscurité et la brièveté de la vie de l'homme. Fin de citation. Alors, à travers cette citation, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'une réflexion initiative à l'athéisme, d'accord? Ou bien même une initiative à la pensée théologique, d'accord? Alors, pour finir de cette partie consacrée aux sophistes, nous pouvons affirmer que ceux-ci n'enseignaient pas la vérité. Donc cette pédagogie peut se développer dans une perspective d'humanisme relativiste. Alors passons à cette partie qui est dédiée au célèbre philosophe Platon. Alors Platon sacrifie le droit de l'enfant à celui de l'État. Dans cette démarche, la vie de l'âme, la vie future, le respect des dieux, devenu la principale préoccupation. Les sciences naturelles et physiques sont dédaignées par Platon, parce que selon lui, seule l'abstraction et la dialectique élèvent l'esprit et le préparent à la contemplation des idées. D'accord? Alors, nous pouvons affirmer que pour Platon, la pédagogie est originalement l'art de faire des citoyens. Les principes éducatifs exposés dans son célèbre texte, La République, puis dans les lois, ont pour finalité le politique. Cependant, Platon veut refonder l'ordre de la cité sur l'ordre des degrés de la connaissance, qui distribue le rôle dans la cité. Alors, le premier rôle étant donné aux philosophes gouvernants, seul possesseur du savoir véritable. D'accord? Juste à titre d'information, Platon, il n'est pas un sophiste. D'accord? Et même ce grand philosophe qu'on va analyser bien sûr ses pensées dans cette partie, qui est le philosophe Socrate. Il ne s'agit pas d'un sophiste. D'accord? Alors, Socrate est connu par une célèbre expression « Connais-toi toi-même ». D'accord? Pour Socrate, enseigner, c'est interroger. Non pas offrir et donner son savoir, mais faire un chemin de vérité en déléguant à son élève l'éveil du savoir, objet de la recherche commune. D'accord? Alors, ce qui est le plus important dans les idées ou bien la réflexion de Socrate, c'est la maïeutique. La maïeutique de Socrate, d'accord? Alors, cette maïeutique de Socrate signifie ou bien la maïeutique socratique signifie la méthode d'apprentissage basée sur le questionnement. C'est ce que présente Socrate dans le mémoire. Il n'y a pas d'enseignement, mais un ressouvenir. Je ne lui enseigne rien, mais tout ce que j'ai fait, c'est questionner. Fin de citation. Alors, il y a ici une pédagogie qui est basée sur le questionnement. D'accord? Alors maintenant, passons à l'époque de la Renaissance et l'âge classique. Pour cette époque, nous avons choisi deux grands penseurs, deux grands philosophes qui sont Michel Lequesne de Montaigne et John Comiskey. Commençons par le premier qui est Michel Lequesne de Montaigne. Alors, la célèbre citation de ce grand philosophe est la suivante. J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre. Fin de citation. Donc, tout d'abord, dans l'acte de l'éducation, il refuse toute violence. Et il initie ou bien il encourage la pédagogie de la confiance. La confiance en les qualités naturelles de l'esprit. D'accord? Pour lui, faire bien l'homme,
c'est le véritable bonheur qui consiste en la réalisation complète et harmonieuse de notre nature. Et il s'agit là de s'accepter en tant qu'homme. Et il faut bien mesurer et modérer nos plaisirs. Et le plaisir n'est pas dans l'exagération ou bien dans la quantité, mais plutôt dans la modération. Faire une trace de sa propre pensée, de ses propres idées. Parce que le savoir ne sert que s'il s'amalgame à la vie. C'est pour cela que nous considérons à chaque fois la pensée éducative de Michel Lecume de Montaigne par l'expression suivante: enseigner à vivre. Enseigner à vivre, c'est le savoir et le savoir-être et le savoir-faire. Alors, pour finir de parler ou bien d'analyser la pensée de ce grand philosophe qui est Michel Lecume de Montaigne, nous devons absolument citer ce que l'histoire a pu nous faire ressouvenir. C'est cette citation qui est célèbre: mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Fin de citation. Alors maintenant, passons au deuxième et dernier philosophe dans cette époque de la Renaissance et l'âge classique, qui est John Cominsky. Il s'agit là d'un théologien protestant et un grand pédagogue. D'accord ? Pour lui, la classe doit être un lieu d'épanouissement. Et la tâche principale de la pédagogie est qu'il faut se préoccuper de l'éducation morale des enfants. Il a présenté une pédagogie méthodique par excellence, parce que sa pédagogie développe toutes les dimensions de l'humain. Et nous pouvons finir par lire cette vraiment extraordinaire citation. 3 choses donnent à l'élève la possibilité de dépasser le maître: poser beaucoup de questions, retenir les réponses, enseigner. Fin de citation. L'ensemble de sa pensée éducative est rassemblé dans son grand ou bien son célèbre ouvrage qui est la grande didactique. Alors, pour finir, nous allons analyser cette époque qui est l'époque des Lumières ou bien l'époque du siècle des Lumières. Alors, à travers ce concept Lumière, nous pouvons affirmer que nous sommes en Europe au XVIIIe siècle, qui est un siècle marqué par le respect des libertés civiles. D'accord ? Alors, pour cette époque, nous avons deux philosophes, ou bien deux célèbres penseurs, Denis Diderot et Jean-Jacques Rousseau. Alors, commençons par le premier, qui est Denis Diderot. Il commence par montrer l'importance de l'instruction, par dire qu'instruire une nation, c'est la civiliser, et que l'instruction donne à l'homme de la dignité, adoucit les caractères, éclaire les devoirs, inspire l'amour des vertus. Le but d'une éducation publique est de faire des hommes vertueux et éclairés. Cette éducation doit être offerte à tous et il faut qu'elle procède de la base facile à la chose difficile. Alors, nous allons lire les 2 premières citations. Commençons par la première. On doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la retrouve. Fin de citation. Passons à la deuxième. Les enfants sont déterminés par leur besoin à être observateurs et analystes, et ils ont, dans leur faculté naissante, de quoi être l'un et l'autre. Ils le sont même en quelque sorte forcément, tant que la nature les conduit seuls. Alors, à travers ces 2 citations, ou bien 2 extraits, nous pouvons dire que Denis Diderot encourage l'enfant ou bien l'apprenant
à réfléchir et ne pas être un apprenant qui est passif. Alors maintenant, on va passer au dernier philosophe dans ce cours, qui est Jean-Jacques Rousseau. D'accord? Alors, son principal ouvrage est Émile ou de l'éducation, publié en 1762. Alors, nous pouvons qualifier cet ouvrage comme celui qui a libéré l'éducation et qui a mis l'enfant au centre du processus éducatif. Nous pouvons constater qu'à travers son ouvrage, Jean-Jacques Rousseau décrit étape par étape, d'une façon détaillée, l'éducation idéale d'un jeune garçon de la naissance à l'âge adulte. D'accord? Pour ce qui est de l'éducation des filles, dans le livre 5, il nous trace le chemin éducatif d'une telle Sophie, personnage tout aussi fictif qu'Émile. D'accord? Qui doit juste apprendre, donc nous sommes en train de parler de cette Sophie. D'accord? Qui doit juste apprendre à être une bonne épouse et à être une bonne mère. Alors pour finir, nous pouvons constater que Rousseau réitère à travers cette expérience fictive la maxime de Montaigne, selon laquelle il vaut mieux posséder une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Et avant de finir, l'éducation de Jean-Jacques Rousseau est qualifiée par le qualificatif négative. Il s'agit d'une éducation négative. Pourquoi? Parce que le pédagogue chargé d'éducation d'Émile intervient le moins possible. D'accord? Et laisse s'exprimer la spontanéité de l'enfant. Et c'est pour cela que nous avons, ou bien que l'histoire a qualifié l'éducation de Jean-Jacques Rousseau par négative. Nous terminerons ce cours par une célèbre citation de Pierre de Haye: l'important de la pédagogie n'est pas d'apporter des révélations, mais de mettre sur la voie. Fin de citation. Alors, je vous remercie toutes et tous pour l'attention que vous avez portée à ce cours, à ce sujet très important et essentiel pour comprendre l'éducation de façon générale. D'accord? Et j'espère que nous nous rencontrons prochainement dans un autre sujet et dans un autre cours. Et jusqu'à cela, je vous dis au revoir. Merci.